Et donc là, effectivement, on se dit c'est pas très compliqué de lever de l'argent. Création de la boîte en janvier 2016 et en mai 2016, on a 500 000 euros. Si je veux lancer un pays, de toute façon, je n'ai pas d'autre solution que de racheter une boîte. Je partirai pas de zéro parce que le transport, c'est trop spécifique. C'est beaucoup de terrain, c'est connaître les personnes. C'est un métier très opérationnel et de créer de zéro, ça prend beaucoup trop de temps. Et donc l'objectif, c'est potentiellement de racheter une nouvelle boîte. Le lever, ce que je me suis dit, c'est lui qui va me lever de l'argent. En fait, ce qui n'était pas du tout ce qui se passe. Ce qui n'était pas du tout, il va nous mâcher le travail, ce qui n'était pas du tout le cas non plus. Mais par contre, d'ouvrir son carnet d'adresses. Donc là, on commence à sentir qu'on rentre dans la cour des grands. C'est plus la même chose, la Série A, c'est des levées plus importantes, beaucoup plus challengées par les fonds. Ils m'appellent en me disant, je sais pas, je comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à lever. Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Find Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup. Et depuis des années, j'accompagne mes entrepreneurs à préparer leur rencontre avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ces différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions d'euros levés et les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias. On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment ? L'objectif de ce podcast, vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leurs aventures de levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé ? Comment ont-ils choisi leurs investisseurs ? Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites ? Alors pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, Let's Find Out, ça commence maintenant. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Thomas Effantin, CEO et cofondateur de Trusk. Trusk est l'acteur national incontournable du transport et de la logistique urbaine. Vous êtes un des leaders de la livraison du dernier kilomètre en France. Vous êtes spécialiste des colis volumineux de plus de 30 kg. Votre promesse chez Trusk, assurer grâce à votre Trusker, transporteur professionnel, une livraison sans encombre sous 2 heures et toujours avec le sourire. Trusk est une startup que tu as créée en 2016 avec tes 2 cofondateurs Sébastien Tronel et Jonathan Asquier. En 8 ans, vous avez fait 4 levées de fonds pour un montant total de 13 millions d'euros. Vous comptez à date 180 collaborateurs. Parmi vos clients, on compte les acteurs phares du secteur de l'ameublement, de l'électroménager, du bricolage, du sport ou encore du BTP, comme Leroy Merlin, Emma Matelas ou encore Point P. À titre personnel, tu es diplômé de l'EDC, tu es papa de 2 petites filles et tu es membre du Galion. Cher Thomas, très heureux de t'accueillir sur le podcast. As-tu des éléments à ajouter à cette présentation ? Écoute, merci Jérémy de me recevoir. Donc déjà, très bonne intro, donc merci. Écoute, moi, ça fait effectivement, comme tu l'as dit, j'ai créé cette boîte avec 2 autres associés qui sont Sébastien et Jonathan. Pour ma part, donc moi, c'est ma 4e boîte. J'ai eu une première expérience après mon école de commerce. Je suis parti vivre dans les Émirats Arabes Unis, notamment à Dubaï, où là, on a été distributeur d'une grosse marque française qui s'appelle LPG System. En gros, on vendait des grosses machines qui luttaient contre la cellulite pour les femmes. Ah ouais. Voilà. Donc, c'était vraiment du pur hasard. On est arrivé dans ce secteur-là, qu'on a revendu au bout de 3 ans et demi. Ensuite, j'ai voulu changer de vie. Je suis parti vivre en Côte d'Ivoire, où là, je me suis associé avec Rodolphe. Et là, effectivement, on a fait du négoce de noix de cajou. Donc, mon métier consistait à aller dans la pampa africaine, notamment ivoirienne, pour convaincre les paysans ivoiriens de me vendre leur cargaison de noix de cajou, et ensuite que je revendais directement aux Indiens. Donc, je te fais pas un dessin, mais c'était pas simple. En revanche, pendant 1 an, j'ai vécu des aventures extraordinaires. Et j'ai décidé de rentrer en France parce que il y avait un petit peu un climat et une tension importante pendant les élections. Et donc j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire à l'époque. En Côte d'Ivoire, effectivement, en Côte d'Ivoire. Et j'ai décidé de rentrer en France, notamment à Paris, parce que l'écosystème startup était vraiment en train de se développer.
On est dans quelles années à ce moment-là? C'est vrai que chronologiquement, je devais être en 2014. À mon avis, 2014, je rentre en France. L'écosystème startup se développe. Et là, je me dis, il faut que je tente ma chance également. Je trouve un nouveau cofondateur qui est donc Sébastien Tronel, qui est toujours mon associé aujourd'hui, toujours que je considère comme un frère. Et donc, on lance tous les deux une boîte qui s'appelle WeSquare. Donc, on est incubé au début as The Family. Donc, au tout début, on lance WeSquare, qui était le stockage pour les particuliers et les professionnels. Et très rapidement, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 6 mois, on se dit, OK, on a une traction, mais la traction n'est pas suffisante. Et on décide d'arrêter. Donc ça a été un choix difficile de mettre de côté cette boîte-là. On la revend indirectement à notre concurrent. Et là, en fait, c'est en discutant avec des investisseurs, notamment Jean de la Roche-Brochard, qui me dirige vers en fait une idée aux États-Unis qui s'appelle LUGG, L-U-G-G, qui fait du transport de colis volumineux, mais via des particuliers. Et à ce moment-là, on se dit, putain, c'est génial, on a un camion à disposition, parce qu'on avait acheté un camion à l'époque, et on se dit, bah, let's go, proposons nos services de bras en plus, quoi, en gros. Et donc, je me mets dans le camion avec mon associé. Au tout début, on est tous les deux. Jonathan... quelques mois après, nous rejoint. Et là, en fait, on s'adresse aux clients du Bon Coin. Donc, les gens du Bon Coin vendent leurs canapés, leurs tables, etc. Et là, on décide de proposer notre service à ces gens-là. On envoie, en fait, on envoie des SMS un petit peu à tout le monde en leur proposant nos services. Et là, très rapidement, en fait, on a une traction. Et voilà. Et donc aujourd'hui, Trusk, c'est comme tu le disais, 180 salariés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 services en tant que tel. On a le service B2C, donc on propose en fait notre service aux particuliers pour transporter des colis volumineux. Donc vous le faites toujours avec les gens qui vendent sur le Bon Coin, par exemple? Non, alors nous, voilà. Toi, tu veux transporter, admettons, un canapé. Tu peux faire appel à notre site sur trusk.com où là, tu peux faire une simulation et on va te bouger ton canapé d'un point A à un point B. C'est juste un canapé ou c'est potentiellement tout mon déménagement? Non, alors on fait pas beaucoup de déménagements. Tu verras qu'on n'est pas du tout compétitif sur le déménagement. En revanche, sur des colis comme une table, canapé, etc., ça, clairement, je pense qu'on est très compétitif là-dessus. Mais ça représente 1% de mon activité aujourd'hui. Donc, au début, on a commencé avec le B2C, donc c'était 100% de l'activité. Et là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est, tu l'as très bien résumé, donc nous, on est spécialiste de la livraison de colis volumineux, donc de plus de 30 kilos. Et donc, on a 2 services. Le premier, qui est le historique, on appelle ça le ship from store. Donc, c'est-à-dire, on vient récupérer la marchandise dans les magasins de nos partenaires. Donc, le Roi Merlin, Jérémy commande un barbecue chez le Roi Merlin. Il a besoin d'être livré cet après-midi sur un créneau de 2 heures. Et ben, typiquement, le vendeur va passer sa commande chez nous, le vendeur, le Roi Merlin, et nous, on va venir récupérer la marchandise et on va venir te livrer sur un créneau de 2 heures. Alors, génial. En l'occurrence, là, ça va être dans ton jardin. Alors, je ne sais pas si tu as un jardin à Paris, mais autrement, on livre 95% du temps dans la pièce du choix du client. Donc ça, c'est vraiment la base de Trusk. Comment on a commencé, c'est via du départ des magasins. Et ensuite, en 2019, on a eu cette chance de lancer la logistique pour un gros client dont je ne citerai pas le nom, qui est une enseigne... jaune et bleu de référence qui nous donne l'opportunité de nous lancer sur la partie logistique, donc c'est-à-dire du cross-dock. Donc en gros, on reçoit la marchandise dans un entrepôt et ensuite on va livrer notamment les Parisiens en tournée. Donc on crée nos propres tournées, les camions arrivent, récupèrent de la marchandise et livrent les Parisiens. Et en fait, très rapidement, ça a été un vrai succès. Et à ce moment-là, on a décidé de lancer notre propre offre de cross-docking. Donc on a ouvert 6 entrepôts en France. Récemment, du coup Ouais, alors depuis 2019, ce qui représente 25 000 m² d'entrepôts. Et là, on a ouvert ça aux multi-clients. Donc à n'importe quel client, que ce soit du Leroy Merlin, ça peut être effectivement du Emma Matelas, du NV Galerie, du Alinea, où là, effectivement, on reçoit la marchandise dans nos entrepôts. Et en fait, la marchandise ne reste pas, elle est directement expédiée quasiment le lendemain matin. Donc en gros, tu arrives dans nos entrepôts, il est plein le matin et l'après-midi, il est vide.
Voilà. Vous êtes des logisticiens du coup maintenant. Alors, logisticien, c'est un grand mot, parce que dans la logistique, il peut y avoir de la préparation de commandes, de l'emballage, du stockage. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on est plus sur du cross-dock, donc c'est-à-dire qu'on réceptionne la marchandise qui est déjà emballée, qui est déjà commandée par le client, on la reçoit. Et nous, notre rôle, c'est de vérifier que la commande est complète. Parce que Jérémy qui achète chez Mamatelas, ça peut être un sommier, un matelas, etc. Il faut bien vérifier que la commande est complète pour éviter que toi, tu sois frustré. Et ensuite, nous, on va créer nos propres tournées qu'on va optimiser. Et ensuite, qu'on va mettre à disposition de nos transporteurs sous-traitants qui vont venir le matin, qui vont récupérer leur tournée, ensuite livrer les Parisiens et autrement différentes régions, parce qu'on est présent sur une grosse partie du territoire. Et là, justement, d'ici la fin de l'année, on sera 100% national. Donc, on pourra être capable de livrer 100% des Français. N'importe où en France. Voilà, n'importe où, que ce soit là, on vient de commencer de livrer en Bretagne, au fin fond de la Bretagne. On est en train de lancer sur la partie Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. On livre même en Savoie, Grenoble, etc. Donc, ou dans les Alpes. Et donc, vos truskers, ce sont des indépendants. Alors, voilà. Nous, aujourd'hui, on a un statut de commissionnaire de transport. Donc, en fait, nous, on est organisateur de transport. Donc, on organise le transport. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sous-traiter cette partie-là à des transporteurs. C'est très important, c'est que ce ne sont pas des indépendants. Ce ne sont pas, des particuliers, ou des auto-entrepreneurs, ce que je voulais dire. Ce sont vraiment des sociétés. Et en tant que commissionnaire, nous, on se doit effectivement de vérifier que ce sont bien des sociétés avec lesquelles on peut travailler. Et à partir du moment où celles-ci sont passées par notre Trusk Academy, parce que dès le premier jour, on a créé la Trusk Academy, qui sont en fait un peu la présentation de Trusk auprès de ses sous-traitants, de nos process, des valeurs qu'on dégage. Et à partir du moment où ils acceptent, eux nous mettent à disposition 3 types de véhicules, un 6, un 12 et un 20 mètres cubes, avec un chauffeur plus un manutentionnaire qui sont des salariés de cette société. Et ensuite, nous, on va leur envoyer soit du course à course, donc au départ d'un magasin, soit des tournées au départ de nos entrepôts. Voilà. Génial. Et donc aujourd'hui, on doit travailler avec à peu près 200 capacitaires qui ont eux-mêmes entre 5 et 10 camions. Et tu vois, on opère à peu près 90 000 livraisons par mois maintenant. Donc ça commence à être un beau bébé. Et donc on en est très fiers. J'imagine bien. Voilà. Et pour faire tout ça, vous avez fait 4 rounds de levée de fonds. Vous avez levé au total 13 millions, c'est ce que je disais dans mon intro. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ces différentes levées de fonds en commençant au tout début en 2016 ? Ouais. Écoutez, c'était vraiment la première fois que je levais de l'argent, parce que mes précédents business, je n'ai pas eu besoin de lever d'argent, parce qu'on était quasiment rentable immédiatement. J'exagère, sur la Côte d'Ivoire, c'était effectivement une dette. Donc la Société Générale nous avait accompagnés. Donc effectivement, nous, on s'est vite rendu compte qu'on avait un business avec énormément de concurrents, parce qu'on a des concurrents régionaux, on a des concurrents nationaux, et effectivement, on avait besoin d'argent pour se développer. Donc comment ça s'est passé ? C'est que, au début, très clairement, avec mes associés, on se retrouve à dire, comment on arrive à avoir de la traction, parce que c'est compliqué si tu n'as pas de traction dans notre métier de lever de l'argent. Donc on se met dans les camions. Et là on commence à effectivement avoir de la traction et à envoyer effectivement un certain nombre de SMS à des clients potentiels. Donc on récupère pas mal de leads. Ce qui nous permet en fait, au bout de quelques mois, de passer de une livraison par jour à 50 livraisons par jour. Que vous faisiez vous à l'époque ? Ouais, alors au début non, au début on a fait ça pendant quelques mois, donc quand tu arrives à faire 2, 3, 4 livraisons par jour, ça va, mais au bout de 50 c'est plus possible. Non, quoi. Donc là effectivement tu vas démarcher des transporteurs. Et en fait à ce moment-là on se pose la question de se dire ok, on peut plus être dans le camion si on veut grossir. Donc on a besoin d'aller lever de l'argent. Donc à ce moment-là, effectivement, je commence à aller voir quelques entrepreneurs qui, eux, ont levé pour avoir quelques conseils. Et c'est là où The Family a joué un rôle important. Ils m'ont connecté en fait directement à un fonds
qui était spécialisé dans l'investissement dans la mobilité, qui est le fonds Vieille Idée. Ouais. Donc qui sont juste à côté, qui sont le fonds de Neuroto et de Midas, qui justement, je me rappelle très bien de mon premier rendez-vous, qui se trouve dans une grande salle de réunion à The Family, où je rencontre Yann Martin, qui le président du fonds, et qu'on doit pitcher. Donc là, effectivement, première fois qu'on pitch vraiment, donc un peu stressant. Mais écoute, le courant passe merveilleusement bien. Je pense qu'il a tout de suite compris ce qu'on était capable de faire et le potentiel qu'il y avait. Et là, en fait, lui décide assez rapidement d'injecter 300 000 euros. Ok. 350 000 euros, pardon. Et donc là, effectivement, on se dit, c'est pas très compliqué de lever de l'argent. En fait, c'est pas que c'est pas très compliqué, c'est que tu pars de zéro. En tout cas, c'était ton ressenti à l'époque. Ouais, c'est que tu pars de zéro, et quand tu pars de zéro, t'as strictement rien à perdre. C'est pas comme aujourd'hui où effectivement, t'as quand même pas mal d'employés. Et très rapidement, en fait, ce qui se passe, c'est que vu que Jean de La Roche-Brochard m'avait effectivement insufflé cette idée de lancer cette boîte-là, je l'appelle immédiatement de la même manière. Et là, lui dégaine très très rapidement, et il injecte également 150 000 euros. Donc je me retrouve donc création de la boîte en janvier 2016, et en mai 2016, on a 500 000 euros. Ok. Jean venait d'arriver chez Kima à l'époque, j'imagine. Oui, il venait d'arriver. Effectivement, il venait de quitter The Family pour être chez Kima. Donc là, on lève 500 000 euros. Donc, écoute, on est super content. On commence à avoir un peu d'argent, du cash, quoi. Et là, on commence à investir sur les équipes. On commence à se staffer. Et écoute, ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, en fait, comme on avait commencé un petit roadshow, on avait des fonds qui commençaient à s'intéresser à nous. Et donc, un jour, je reçois un call de Hugues de Brocourt, qui est effectivement, qui gérait le fonds Global Founder Capital, qui me met en relation avec Oliver Samoyer. Oliver Samoyer, qui est le patron de Rocket Internet, qu'on connaît tous. Et là aussi, assez surprenant, parce que j'ai Oliver au téléphone qui me dit « Ok, je suis à Paris, j'ai 20 minutes à t'accorder. » Et je me rappelle, on se retrouve à Novotel, en face de Porte de Versailles, là, pour Vivatech. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on est dans une... Quand j'arrive, il y a plusieurs entrepreneurs qui attendent leur tour. On a chacun un slot de 20 minutes pour lever de l'argent. Et moi, en fait, j'y vais un peu de manière très décomplexée, parce qu'on avait suffisamment levé d'argent. Et là, Oliver, je présente ma boîte, et très rapidement, en 15 minutes, il me dit « Bon, tu veux combien ?» Ok. Et là, je dis « Vas-y, j'y vais au bluff. » Je lui dis « Vas-y, j'ai besoin de 500 000 euros. » Et là, en fait... 500 000 euros, quasiment immédiatement. Donc, il me débloque 500 000 euros quelques semaines plus tard. Donc, 500 000. Donc, en fait, là, t'en avais besoin ? T'en avais pas besoin ? Non, j'en avais pas forcément besoin, mais c'est là où on s'est dit très rapidement, écoute, on va en avoir besoin. Autant profiter maintenant qu'on a de l'attraction pour prendre du cash. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on récupère 500 000. Vieille Idée décide de remettre 500 000. Et The Family monte un pool d'investisseurs qui mettent 500 000 euros également. Donc, on se retrouve avec 1,5 million supplémentaire. Donc, ce qui fait qu'en février 2019, on a clôturé un site de 2 millions d'euros. Alors du coup, attends, donc première levée en 2016, c'est ça ? En mai 2016. En mai 2016. De 500 000. Et février 2017, on close un tour de 1,5 million supplémentaire. Ok, donc c'est vraiment très peu de temps après. Hein. Très peu de temps. C'était pas du tout prévu, mais c'est à ce moment-là, on se dit effectivement, on a besoin de cash, c'est le début, on va tester des choses, et on a bien fait de le faire parce qu'on en a vraiment eu besoin, quoi. Ok. Du coup, vous avez fait quoi avec cette manne d'argent que vous attendiez pas à ce moment-là ? Forcément, on a décidé de se structurer. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand tu lèves de l'argent, c'est surtout tu gagnes du temps. Permet tu commences à avoir des profils qui sont intéressants, qui sont moins couteau suisse, plus spécialisés. Et là, ça nous permet de prendre un peu de recul sur le business et de savoir dans quelle direction on doit aller. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ces 2 millions d'euros, ils nous ont servi à faire deux choses. La première, une très grosse erreur, c'est qu'on est parti à Londres. Donc, en fait, on s'est dit très naïvement, c'est intéressant, c'est qu'on s'est dit, voilà, on lance le marché du particulier. Pourquoi aller s'enquiquiner, aller à Lyon, alors que Londres est à 2 heures avec un marché beaucoup plus important ? Dans l'absolu, ça se tient.
Dans l'absolu, ça se tient, effectivement. Mais en revanche, quand tu arrives, c'est la Ligue des Champions à Londres. Tu te rends compte qu'en fait, le marché est beaucoup plus développé qu'en France. Tu as beaucoup plus de concurrents. La réglementation n'est pas la même. Et surtout, on n'avait pas suffisamment de cash, quoi. Donc, c'est là où tu te dis, lancer un pays alors qu'on avait... on s'était dit, on va mettre 500 000 maximum. En fait, 500 000, tu ne fais strictement rien. En face de toi, tu as des acteurs qui sont énormes, qui sont là depuis des décennies. Et tu t'es vite rendu compte que c'était pas possible. Donc, en fait, on décide de se lancer. On fait des erreurs en disant, je pars avec un de mes associés. On prend un bel appartement à Soho en se disant il faut qu'on soit bien, il faut qu'on se lance, etc. Et 4 mois après, je me rappelle, j'ai un entrepreneur au téléphone qui me dit mais t'es un grand malade de partir avec si peu au UK. Et là, je sais pas pourquoi, ça me fait un déclic. Je crois que je reçois cet appel-là. Le lendemain, j'avais quasiment tout fermé. Donc au final... on sauve les meubles, on dépense pas beaucoup d'argent, mais on a été très très réactifs, ce qui nous a permis de switcher, de revenir en France. Rétrospectivement, tu te dis que c'était la bonne décision à ce moment-là? Ah oui, 1000 fois. Okay. Non, je pense que sérieusement, ça aurait pu être fatal pour Trust si on avait décidé de continuer avec si peu d'argent. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que si je veux lancer un pays, de toute façon, je n'ai pas d'autre solution que de racheter une boîte. Je partirai pas de zéro parce que le transport, c'est trop spécifique. C'est beaucoup de terrain, c'est connaître les personnes. C'est un métier très opérationnel. Et de créer de zéro, ça prend beaucoup trop de temps. Et donc, l'objectif, c'est potentiellement de racheter une nouvelle boîte. Et la deuxième chose dont je reviens sur les 2 millions, la deuxième chose, c'est qu'il fallait qu'on trouve notre market fit. Et c'est vrai que le particulier, c'est bien. Mais le particulier, c'est difficile. C'est moins professionnel. C'est moins professionnel et le potentiel, on avait du mal à le détecter. Tu vois, d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucune boîte qui est spécialisée dans le particulier dans notre secteur. Et en fait, ce qui se passe... Tu dirais avec les livreurs particuliers, on est d'accord Non, pas de livreurs particuliers. Les livreurs ont toujours des professionnels. En termes de les particuliers comme toi et moi qui veulent transporter qui ont besoin d'un service. D'accord, je comprends. C'était pas clair sur... en tant que client, le particulier en tant que client. En tant que client, c'était pas clair la profondeur de marché. Et donc, quand c'est pas clair, la profondeur, c'est compliqué de lever également de l'argent, parce qu'on nous avait challengé là-dessus. Et à ce moment-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on a toujours gardé cet ADN de toujours garder un pied dans le camion et de faire de la livraison. Et régulièrement, tu remontes dans le camion? Alors un peu moins aujourd'hui, mais effectivement, tu vois, alors je fais moins dans le camion, mais je fais pas mal de logistique. Pendant le Black Friday, par exemple, je demande aux équipes et une obligation aux comex et aux managers de faire au moins 2-3 jours dans l'entrepôt à pousser de la palette. Donc ça, c'est obligatoire chez nous. Le Black Friday, si tu m'appelles fin novembre, à mon avis, il y a de grandes chances que je sois dans les entrepôts. Et donc, pour revenir un petit peu, on sent que la profondeur de marché chez le particulier, il n'est pas exceptionnel. Et en fait, quand je décide de faire un peu de livraison, je tombe sur une dame qui a changé le parcours de Trust. Je rencontre Stéphanie Adjar pendant une livraison. Stéphanie Adjar, c'est qui? C'est la directrice innovation de Leroy Merlin. à qui je transporte un canapé, si tu veux. Et en fait, à chaque fois que je vais chez le client, forcément, je discute, etc., en expliquant ce qu'on fait. Et elle me dit, écoute, je suis directrice innovation de Leroy Merlin. Et ça tombe bien parce que la logistique est au centre de nos préoccupations. On pense qu'on est en retard. Est-ce que tu fais de la livraison au départ des magasins? Évidemment, Stéphanie, c'est mon métier de base. Bon, Stéphanie, si tu nous entends, effectivement, je n'ai jamais fait de livraison à l'époque au départ des magasins. Mais on ne se dégonfle pas et on se dit, vas-y, est-ce que tu peux nous faire une intro dans un magasin? Et là, elle nous fait une intro chez Leroy Merlin Montigny. Qui est un des plus gros magasins de France. Et donc là, on prend notre bâton de pèlerin et on va voir dans les magasins ce qui se passe. Et effectivement, on se rend compte de quelque chose d'hallucinant. C'est que à l'époque, il travaillait toujours avec des traditionnels. Et les traditionnels proposaient un service qui était simple. C'était, on vous livre sous une période de 2 à 3 semaines sur un créneau de 8h à 20h. Tu connais, on a tous vécu ce truc-là. À attendre ta livraison, à être obligé de poser une journée parce qu'à l'époque il n'y avait pas de télétravail. D'accord. De 8h à 20h pour attendre ton un canapé, un canapé ou du carrelage.
Et nous, on se dit à ce moment-là, non mais c'est plus possible, sous l'ère des Deliveroo, des Uber, où les gens veulent être livrés tout de suite, surtout à Paris, on se dit, attends, nous, on peut te proposer un service, c'est un service où on livre le client le jour même sur un créneau de 2 heures. Mais ça paraît fou ce que tu dis, parce qu'on imagine que les historiques, s'ils ne le faisaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas le faire. Alors en fait, nous, il y a une grosse différence, c'est que nous, on a fait un choix d'être asset light, de ne pas avoir de salariés en propre, notamment de livreurs, donc d'avoir pas des capacités limitées, mais illimitées, parce que nous, on sous-traite la livraison à des sous-traitants. Et donc, un traditionnel qui, lui, va remplir 10 camions, et moi, j'en ai 100. Et donc, en fait, si tu veux, c'est là la différence, c'est que nous, on est beaucoup plus flexible. On a développé une tech qui nous a permis aussi d'avoir cette vraie flexibilité et donc de répondre beaucoup plus simplement aux besoins de nos clients. Et le mindset aussi qui était un petit peu différent par rapport à un traditionnel et à nous. Et donc, le magasin, on décide de dire, OK, pas de problème. On va laisser le choix au client et donner le pouvoir au client. Et donc ça, Leroy Merlin a dit, c'est génial. Faites un test sur Leroy Merlin Montigny. Donc là, mon associé Jonathan code un back-office, une plateforme pro, qui est toujours actuelle d'ailleurs, utilisée. Et cette plateforme pro, elle permet de faire quoi? On met à disposition au vendeur. Et le vendeur, il met l'adresse de départ, donc qui est déjà par défaut Leroy Merlin Montigny. Et ensuite, met l'adresse du client avec ce qu'on transporte. Et donc, donne un prix, mais en fait, c'est le prix, il était pour le Leroy Merlin. Et en fait, la magie du truc, c'est de dire au client, est-ce que vous voulez être livré par un traditionnel? On peut vous livrer dans 2-3 semaines de 8h à 20h. Ou est-ce que vous voulez être livré aujourd'hui, demain ou après-demain sur le créneau que vous choisissez? Donc, je te laisse imaginer, c'est un no-brainer. Les clients décident effectivement d'utiliser donc notre service. Et là, le service B2B2C de chez Trust est lancé. Et c'est à ce moment-là où en fait on a dû faire un choix important, c'est de se dire est-ce qu'on se focalise sur le B2C ou on part sur le B2B2C. Donc un service de livraison destiné aux professionnels pour livrer les particuliers. Et là, le choix a été vite fait. Et là, à partir de ce moment-là, ces 2 millions d'euros ont été utilisés pour nous structurer et pour se dire ok, maintenant ce sont uniquement les clients professionnels qu'on va targeter. Et là, on va targeter tous les clients. Et donc l'objectif ultime, c'est d'aller avant nos concurrents récupérer les plus grosses enseignes dans l'ameublement, dans le bricolage, dans le BTP et dans l'électroménager. Et ce qu'on décide de faire. Voilà. Donc vous déployez cette feuille de route et ça marche bien. Et puis vous relevez. Il y a une dernière levée qui s'est effectuée en 2019, c'est ça? Voilà, en 2019. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le service au départ des magasins fonctionne très bien. Donc là, on décide de se développer. Un très gros client nous donne l'opportunité de nous développer dans d'autres régions. Donc là, on part à Marseille, on part à Toulouse, on part à Bordeaux, on part à Nantes. Donc ça, pareil, on connaît pas forcément les régions. Donc on part avec notre bâton de pèlerin et on se lance et ça fonctionne. Et à ce moment-là, donc voilà. Tout se passe très bien, donc évidemment, la livraison, plein de problèmes, etc. Je te fais pas un dessin là-dessus, mais en tout cas, le business est là. Et à ce moment-là, effectivement, ça commence à nous trotter dans la tête en disant comment on fait pour passer, tu vois, un certain cap, un palier en fait, pour devenir et pour aller concurrencer les très gros transporteurs. Et on se dit, forcément, on a besoin d'un peu plus de cash. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de vous ou est-ce que vous êtes aussi poussé par vos invests qui vous disent il serait temps d'y retourner quoi? Non, pas du tout. Je pense que les investisseurs, en tout cas, ont toujours été bienveillants. Alors peut-être Global Founder Capital qui était effectivement à l'époque très agressif, mais justement, ils nous poussaient aussi un petit peu, donc c'était cool aussi, tu vois, ça te donne un peu plus d'ambition, bien qu'on était bien ambitieux avec mes associés, mais ça te donne un peu plus d'ambition et on se dit, bon, ok. On est baqué quoi. Et voilà, et en gros, tu as une petite graine qui commence à émerger et au final, tu te dis, ok, on part pour une nouvelle levée de fonds, faut qu'on aille chercher beaucoup plus et pour attaquer le marché national. Donc là, départ des magasins, ok, tout se passe bien. Jusqu'à un moment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une grande ancienne vient nous voir et nous dit, ok, vous travaillez très bien au départ de nos magasins. On a un appel d'offres qui va sortir sur la partie logistique.
Okay. C'est la grande enseigne d'ameublement Exactement. dont on ne peut pas citer le nom et qui est plutôt issue des pays nordiques. Voilà. Donc eux viennent nous voir et nous disent, d'ailleurs en plus ils se déplacent dans nos locaux pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et nous disent il y a un appel d'offres qui va sortir, voilà, je vous propose d'y participer. Bon, nous on regarde, on se dit ok, très, très clair. Mais on se dit on ne sait pas faire de logistique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on dit envoyez-nous s'il vous plaît l'appel d'offres, ça m'intéresse quand même. Et là on voit des chiffres astronomiques. Alors aujourd'hui qui nous impressionnent un peu moins, mais à l'époque par rapport à votre business courant, c'était d'une taille assez importante. Et là, on se dit, bingo, on en profite. Donc là, on crée une réunion de travail, accompagné de Loïc qui était le directeur, qui est toujours le directeur logistique, Sarah qui est la directrice d'opération, Antoine le directeur commercial, Sébastien et moi-même. On crée un groupe de travail pour répondre à cet appel d'offres. Et en face de nous, en fait, on se retrouve avec tous les très gros transporteurs qui répondent à cet appel d'offres. Et il y a 6 mois de négociation. Et entre-temps, on se dit, attends, si jamais on a le dossier, il va falloir du cash pour le développer. Si tu veux, parce que là, on parle de plusieurs millions, voire de dizaines de millions d'euros. Ouais. Et à ce moment-là, on se dit, il va falloir qu'on aille lever. Donc, vous n'aviez pas d'entrepôt à l'époque, hein, et entre autres, ça faisait partie des choses dont vous aviez besoin. Mais ça, c'était la bonne nouvelle, c'est que cette enseigne-là nous mettait à disposition un entrepôt qui leur appartenait et que nous, on avait 5000 m² dans cette partie-là. Donc, c'est vrai que ça nous aidait un petit peu, mais nous, on voyait plus grand en se disant peut-être que demain, on aura des entrepôts, etc. Donc là, en même temps, en parallèle de ces négos, on se décide avec Sébastien de se relancer sur une levée de fonds, notamment une série A. Donc là, on commence à sentir qu'on rentre dans la cour des grands. C'est plus la même chose. La série A, c'est des levées plus importantes, beaucoup plus challengées par les fonds. Et en parallèle, on se dit, il faut que le business continue à grandir. Donc, heureusement, j'avais une équipe sur laquelle on a pu vraiment compter dans cette période-là. Parce que toi, tu étais à combien de pourcents sur la série A à ce moment-là Là, il y a un moment, tu rentres dans le tunnel et tu es à quasiment 90% de ton temps sur la série A, si tu veux. Donc tu as besoin d'avoir une équipe qui soit solide à côté et qui puisse faire tourner le business. Et d'ailleurs, ils sont toujours là, ça se passe très bien, ils font partie du COMEX. Sans eux, on n'en serait forcément pas là aujourd'hui. Et en parallèle, donc avec Seb, on se dit ok, qu'est-ce qu'on fait? On décide de se faire accompagner par un lever, parce qu'on se dit là on rentre des montants plus importants. On était rassurés d'être accompagnés, surtout que j'avais rencontré pas mal d'autres entrepreneurs qui m'avaient dit que je m'étais fait accompagner. Ils s'étaient fait accompagner pour faire leur série A. Et toi, qu'est-ce que tu attendais du lever à ce moment-là? Le lever, ce que je me suis dit, c'est lui qui va me lever de l'argent. Ouais. En fait, ce qui n'était pas du tout ce qui se passe. Ce qui n'était pas du tout, il va nous mâcher le travail, ce qui n'était pas du tout le cas non plus. Mais par contre, d'ouvrir son carnet d'adresses. C'est d'être capable de faire nous les dire, intros. Quel est le fonds qui peut être intéressé par de la mobilité, etc. Les bonnes personnes, parce qu'en fait, ce que tu te rends compte, c'est si dans un fonds, tu passes par la mauvaise personne, ça passe pas. Il y a de grandes chances que ça soit un échec. Et donc, nous connecte effectivement. Alors non, d'abord, il y a cette phase d'entraînement très intense. Alors nous, pareil, on pensait qu'il allait faire notre deck. Douche froide, en fait, c'est toi qui fais ton deck. Ah ouais. Et en fait, il te met une pression colossale. C'est bien et pas bien. Au final, avec le recul, je trouve que c'est bien aussi parce qu'en fait, ça t'apprend. C'est ta boîte. Donc, t'es le seul à pouvoir vraiment parler vraiment de ta boîte. Si tu veux, un lever ne va pas créer ton propre deck. Il va pas aller pitcher pour toi. Non, il va pas aller pitcher pour toi. Tu connais le pitch. Mais en revanche, ça nous apprend à vraiment remettre les mains dans le cambouis, de pitcher, parce qu'en fait, pas facile à comprendre notre activité. Un penchant très opérationnel qui plaît pas forcément à tous les VC. Et puis il y avait tous les pivots qui avaient été les vôtres, il fallait réaligner cette histoire. Exactement, donc là on s'immerge, on crée un deck qu'on envoie, on fait un peu du ping-pong avec le lever. Non, c'est pas bon, ça plaît pas aux invests, nanani nanana. Donc là, il y a vraiment des échanges jusqu'au moment où ils nous lancent dans le grand bain en disant allez, on va aller pitcher. Et là on part.
Et là où il a été bon, c'est qu'il nous a envoyé d'abord sur des fonds qui n'avaient aucun intérêt pour Trust. Mais en fait, ça te permet de t'entraîner, quoi. Parce que le premier fonds que tu vas voir, si tu veux, tu te dis... c'est pas que tu t'emmènes pas large, qu'on n'a jamais été des grands stressés, mais effectivement, ils te posent des questions où t'es assez surpris. Tu vois, où t'en as d'autres qui te disent bon, ton deck ne m'intéresse pas, vas-y, on fait... parle-moi de ta boîte. Donc, t'es quand même un peu décontenancé au début. Ouais. Parce que tu te dis, je suis habitué à présenter mon deck. Ouais. Bon, bah, comment tu fais, quoi. Ouais. Voilà, et en fait, c'est du ping-pong, de l'entraînement. C'est quoi les questions qui t'ont plus désarçonné, les situations qui étaient les plus spéciales, bizarres à l'époque? Je t'avoue, c'est limite, c'est lointain maintenant, mais... C'est vrai, non, mais tu vois, ce qui m'a pas mal désarçonné, c'est effectivement quand il te dit, non, mais ton deck, je m'en fous. Présente-moi ta boîte, j'ai 20 minutes devant moi. Ok, bon, d'accord. Je pensais qu'on avait calé 1 heure. Et là, il te déstabilise un petit peu. Et c'est vrai que, bon, vu que tu connais bien ton deck, bah, effectivement, tu essayes de le redérouler de tête, quoi. De le dérouler. Ce qui est un peu perturbant, c'est quand effectivement, ils connaissent vraiment pas du tout ta boîte. Ils sont pas du tout renseignés. Ils savent pas ce que tu fais. Ils ont pas lu le deck, ils comprennent pas, etc. Donc ça, c'est toujours un petit peu dur. Est-ce que tu te rappelles d'un pire rendez-vous investisseur, à un moment ou sur cette levée d'ailleurs, ou une des autres, mais où vraiment tu t'es dit non mais là c'est pas possible, quoi, je travaillerai jamais avec eux? Ouais, alors effectivement, tu sens, je pense que j'ai une capacité à sentir plus ou moins les gens. Et effectivement, il y a pas mal de fonds, je me suis dit impossible. Et c'est ce qui fait la force de Trust aujourd'hui, c'est que j'ai des fonds avec qui je m'entends très très bien. Et donc je les considère vraiment comme des partenaires. Mais oui, ça m'a fait halluciner, c'est que tu as des fonds, mais c'est incroyable, c'est qu'ils ne connaissent rien à ton business. Ils arrivent, c'est des touristes. Nous, on a bossé et en fait, on se rend compte qu'en face de nous, j'ai des gens, je me demande si c'est vraiment des financiers, comment ils ont fait pour lever de l'argent, si tu veux. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Après, la grande phrase des VC aussi, c'est quand tu les as pitchés, c'est de te dire, de recevoir un mail et de te dire c'est génial ce que vous faites, bravo pour votre parcours, c'est super votre business. En revanche, nous n'investirons pas sur ce tour-là. Veuillez me recontacter. Bon, ça fait partie du jeu, hein. Moi, il n'y a pas de sujet. Mais je pense, pour moi, un des mauvais comme très bon rendez-vous, c'est un fonds qui, effectivement, j'étais en final round sur ce fonds-là, qui devait injecter 20 millions d'euros sur Trust. Ok. Et effectivement, on passe toutes les étapes, et on attend la décision finale. Et la décision finale, je me rappellerai toute ma vie. Je pars à l'étranger pour décompresser un petit peu. Et quand j'arrive au passeport, j'ai mon associé qui m'appelle et qui me dit bon, écoute, désolé de t'annoncer, mais au final, il décide de pas investir. Voilà, putain. J'étais là, bon, ok, on part en vacances avec ma femme, et là, je reçois ça et je me dis, oh my god. Bon, au final, ça m'a pas empêché de décompresser. C'est là où on s'est dit, bon, bah allez, c'est pas grave, on va retourner au turbin, et je me fais une semaine de pause, et on est reparti après. Et là, et un mauvais souvenir, c'est vrai qu'un mauvais souvenir, c'est qu'on a quand même pitché 50 fonds. Hein. Ah ouais. Donc, sur cette dernière levée. Ouais. Serie A, c'est là où je me suis dit, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. Et en fait, on pitch. Et mon lever m'appelle un jour. J'étais, il me dit, écoute, c'est là où il m'appelle en me disant, je sais pas, je comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à lever. Et là, on vient d'avoir encore un refus d'un fonds, etc. Et là, je me dis, oh my god, et tout. Et c'est là où c'est vrai qu'avec mon associé, on se dit quand même, on n'arrive pas à court de cash, mais tu vois, on s'était mis une deadline de 12 mois. On passe en dessous de la barre des 12 mois et on se dit, ouais, ça va commencer à être chaud. Et voilà. Mais vous avez mis 1 an là pour lever sur cette série? On a bien dû mettre 8 mois, pardon. Ok. Et voilà, et là c'est vrai que ce call-là, je me rappellerai aussi, j'étais dans la rue et ça nous a fait un petit peu de mal en se disant, putain, mais qu'est-ce qu'on a fait pour... Alors que tu vois des boîtes, des SaaS, qui lèvent énormément d'argent. C'était de la folie. Et en fait, on se rend compte qu'on a un penchant très opérationnel. Si tu veux, quand on parle d'entrepôt, quand on parle de camions, etc. Ça fait peur aux invests. Ça fait peur aux invests. Surtout à l'heure des SaaS, en fait. C'était la mode des SaaS à l'époque.
Aujourd'hui, c'est l'IA. Tu vois, les fonds veulent investir sur ce genre de business. Ouais. Et là, on se dit, oh my God, qu'est-ce qu'on va faire Et à un moment, on se dit, notre lever nous dit, écoutez, essayez de... Il y a une demande en ligne sur un fonds qui s'appelle Daphne. Okay. Faites en ligne votre demande de rencontre avec ce fonds-là. Et en se disant, bon allez, on le fait un samedi après-midi avec mon associé chez moi. Et on décide de lancer en fait une demande de rencontre pour justement lever de l'argent. Et là, je reçois un coup de fil de Paul Bazin. Qu'on salue. Voilà, Paul. Salut Paul. Et Paul nous appelle en disant écoute, ça m'intéresse de vous rencontrer. Et là on se dit attends, un fonds comme Daphne intéressé par Trusk, super et tout, en plus c'est un beau fonds. Et là on rencontre Paul et Pierre-Yves Mirschmann. Et là on les rencontre et on pitch. Et là ils sont très intéressés, donc ça nous a donné un élan de motivation extraordinaire en se disant ça y est, on a peut-être le fonds qu'il nous faut, et en plus on est vraiment en face, tu vois. En plus j'ai 2 interlocuteurs qui sont formidables, j'ai envie de bosser avec eux, on va se donner à fond. Donc là merci à Pim et merci à Paul parce qu'ils nous disent ok, venez pour le final round, c'est en anglais devant devant tout Daphne en fait, tu dois présenter. Donc là on se dit ok, bon ça va, on parlait anglais, mais c'est aussi, c'est pas simple, tu vois. Tu reparles de ton pitch en anglais, il faut refaire le pitch, etc. C'était un bon entraînement, et là, je pense qu'on n'a pas été mauvais, parce qu'en fait, Daphne a décidé d'investir et d'être lead investor sur ce tour-là. Et quand tu as un lead investor, on va dire que c'est plus simple de lever de l'argent. Tout s'est débloqué derrière. Voilà, et tout s'est débloqué derrière. Ça a été suivi par donc Daphne a mis, suivi par Vieille qui a remis au pot, et également Suisse Post. Donc le fonds suisse, parce qu'entre-temps, on s'est lancé en Suisse avec Ikea Genève. J'ai donné voilà, Genève, et en gros le fonds en fait était intéressé pour investir dans une boîte logistique, et ça s'est fait très rapidement. Donc ce qui a fait qu'on a levé sur ce round là, on a levé 7 millions d'euros. Ok, alors quand même loin des 20 millions que vous pensiez lever au début, hein. Exactement, parce qu'au début on était parti sur une levée assez importante. Et en fait, c'était un petit coup de bluff aussi avec ce fonds en disant on va lever beaucoup plus. C'était pas notre intention de lever beaucoup plus d'argent, mais c'est notre lever qui nous avait dit on va tenter un coup de bluff avec ce fonds, ce qui a failli marcher. Et en fait, on a bien fait de lever l'argent qu'on s'était dit au début. C'était au début, on cherchait à lever vraiment 8 millions d'euros. Et on a closé au final 7 millions et 4 millions un an et demi après. Donc ce qui fait un montant total de 13 millions, et également on est allé voir la banque et on a levé 4 millions de dettes. Donc donc finalement vous avez bien atteint l'objectif qui était le vôtre. Oui, on a atteint notre objectif, et cet argent-là, et ça c'est très 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 important, nous a permis de devenir une boîte rentable. Depuis quasiment 1 an et demi, nous sommes rentables, et donc ça c'est la liberté absolue. Et on est content parce que ça faisait longtemps qu'on cherchait cette rentabilité, parce que la logistique, c'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup de capex, il faut énormément investir dans des entrepôts. En tout cas, nous, on a pris cette direction-là, d'ouvrir des entrepôts. Donc, quand tu ouvres 5000 m2, qu'il faut forcément que tu aies 1 ou 1000 commandes, ça te coûte le même prix. Donc, il faut rapidement remplir ces entrepôts. Et donc, on est arrivé à la taille critique, ce qui nous permet aujourd'hui d'être libre et de continuer à investir. Et là, on rentre dans une nouvelle phase qui est probablement la phase d'acquisition externe pour grossir beaucoup plus rapidement. Ok. Du coup, plutôt en région, plutôt à l'étranger ? Non, là, aujourd'hui, c'est national. Notre objectif, c'est que fin de l'année, on a un objectif qui est donc de proposer cette livraison à 100% des Français. Donc on est dans la bonne direction, parce que au vu de notre plan, d'ici la fin de l'année, on sera capable de livrer 100% des Français. Et également d'être capable de livrer 50% des Français en véhicule électrique. Donc aujourd'hui, on est à 38%. Donc on n'est pas très loin de l'objectif d'ici la fin de l'année. Et du coup, ces rachats, vous comptez les faire sur fonds propres, vous comptez aller chercher de l'argent et si oui, comment, quel type d'argent vous allez chercher maintenant que vous êtes rentable pour faire ces rachats ? Alors aujourd'hui, on est plus à identifier les cibles, je t'avouerai.
Mais effectivement, on a commencé à en discuter. Maintenant qu'on a une trésorerie qui commence à être un petit peu plus fournie, ce qui nous permet de lever... Alors, je pense qu'on lèvera de la dette. Il y a de fortes chances qu'on lève de la dette pour aller acheter un fonds. Alors, attention, on ne va pas aller acheter une boîte qui va nous coûter 50 millions. Je pense qu'on n'aura malheureusement pas les moyens. Mais par contre, on va essayer d'être ambitieux parce qu'on a un objectif d'ici 2028, c'est d'aller chercher un montant conséquent en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on est plus à identifier des cibles. Je commence à rentrer en discussion avec certaines boîtes, mais voilà. Ok. Alors, tu nous disais tout à l'heure que pendant presque ton avant-dernière levée de fonds, la série A, à un moment, tu avais prévu de partir en vacances. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on entend de pas mal d'entrepreneurs. C'est presque un conseil de se dire, OK, être capable de prendre une semaine off avant de clôturer certaines négos. Est-ce que tu l'as pensé comme ça? Est-ce que c'est un conseil qu'on t'avait donné? Non, pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à chaque levée? En fait, ce qui est intéressant, c'est que je me rends compte, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui font des burn-out. Et en fait, en regardant ces entrepreneurs, je me rends compte que c'est des gens qui oui, quand j'entends que, tu vois, j'ai un certain nombre de potes entrepreneurs, mais quand je les entends me dire qu'ils sont encore à 21h, 21h30 au bureau pour travailler sur des sujets, bon, ok, c'est bien, hein, mais tu vois, moi j'essaie d'avoir un rythme de vie, tu vois, de commencer aux alentours de 9h du matin et essayer d'être là à 19h, 19h30 chez moi pour justement être avec ma famille. Tu vois, passer des bons moments. T'arrives à déconnecter, pas te remettre au boulot après? Ça, j'ai aucun problème à déconnecter. Je pense aussi ma force, c'est que je suis capable de déconnecter assez rapidement. J'essaie de switcher, surtout maintenant que ça fait 9 ans, donc on prend un peu plus de recul. On a vraiment structuré la boîte de telle sorte qu'on a vraiment des responsables. Et c'est surtout, j'ai un COMEX en or, si tu veux. Donc, je peux vraiment compter sur eux. Et je pense qu'il faut prendre du recul. Et ça a toujours été la base avec mon associé. Et c'est vraiment de prendre du recul. Et c'est pas parce que tu prends une semaine de vacances que tout va s'effondrer, quoi. Donc soit pendant que j'étais pas là, Sébastien gérait l'activité, vice versa. Et donc au contraire, faut aussi profiter de la vie. Si tu profites pas de la vie, c'est que à quoi bon de continuer à bosser comme ça, quoi. Donc moi j'ai toujours fait ce parallèle de me dire, quand j'ai envie de prendre des vacances, je prends des vacances. Quand je sens que j'ai envie de prendre des vacances ou non. Mais c'était pas en phase en me disant oui, là je suis surmené, je suis au bord du burn-out. Une semaine, sinon je vais y rester. Non, j'ai jamais été dans cette phase-là. Je veux aussi profiter et c'est très important. Mais en même temps, ce qui est cool, c'est que je profite aussi quand je suis dans mon travail. Si tu veux, le matin, moi, je partirai le jour où j'ai plus envie ça ne m'attire plus, quoi. Je peux pas dire que la logistique ce soit ma passion absolue, mais ce qui fait la passion de ma boîte, c'est la culture de ma boîte. C'est d'être avec le matin, d'arriver au bureau et de voir effectivement toute cette énergie positive de mes équipes et de me dire qu'on est invincible, quoi. C'est que nous, on incarne vraiment nos valeurs, on a une culture qui est très forte. D'ailleurs, le fait d'avoir levé de l'argent en lame de fond, c'est toujours investir dans la culture. Alors, ça veut dire quoi? Comment ça se traduit? Ça se traduit, alors c'est vrai qu'on a fait moins de séminaires ces derniers temps parce que c'est vrai que ça coûte un peu d'argent, mais effectivement, c'est d'investir dans des bureaux qui sont sympathiques. Nous, aujourd'hui, on est à Saint-Ouen et on est dans un ancien entrepôt, justement, qu'on a emménagé. Et écoute, avec grand plaisir si tu veux venir faire un tour, mais c'est très sympa. C'est d'investir, tu vois, c'est bête, mais d'essayer de maintenir le fait qu'on fasse des apéros tous les jeudis soirs. Chaque équipe peut faire un séminaire, un petit séminaire le fait c'est de se regrouper entre équipes. On essaye, ça c'est très important, à l'époque c'est une fois par mois, on faisait revenir toutes les villes, une fois par mois sur 3 jours à Paris. Et donc là, on organisait, l'objectif c'était effectivement de rassembler toutes les équipes. Donc ça a été très positif. Et effectivement, on essayait de faire une soirée par mois dans un bar ou quelque part. Et tous les 2 mois maintenant aujourd'hui. Tu parles de Sculpture Fit. Comment tu vas le valider, le checker chez tes invests? Parce que chez mes invests. En gros,
qu'effectivement ils sont alignés en termes de valeurs ou en termes de culture? Est-ce que c'est quelque chose que tu check ou pas Non, particulièrement? alors, c'est compliqué de savoir si lui fit avec ta culture. Parce qu'on voit que le fit, c'était quand même c'est vachement important dans la recherche d'investisseurs qui a été Non, faite. non, mais écoute, c'est en discutant avec d'autres boîtes dans lesquelles ils ont investi qui me permet d'identifier et de comprendre un petit peu la culture de ce fonds. Donc effectivement, il y avait Daphne, ça a été vraiment, je me suis senti vraiment très très bien avec eux. Et quand tu vas dans leur bureau, bah en fait, tu te sens bien avec tout le monde. Donc ils sont très très bienveillants. Vieille idée, c'est plus un institutionnel, c'est une grande, c'est un fonds de deux grandes marques. Et je me suis toujours très bien entendu avec Yann Martel. Donc depuis, c'est David Schwartz avec qui aussi le courant passe très bien. Et après, tu as effectivement des institutionnels qui sont la Suisse Post, où là, c'est différent. Bon, après, eux, ils sont pas au board, ils sont board observers. Mais effectivement, c'est un fonds un peu différent, mais aussi également très bienveillant. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'apporte au quotidien? Est-ce que tu les vois régulièrement? Nous, on se fait un board maintenant tous les 3 mois. Et qu'est-ce qui m'apporte? Ils nous challenge pas mal sur effectivement la stratégie, notamment en début d'année. Et ensuite, c'est beaucoup de mise en relation. C'est vrai que nous, on est dans un métier où c'est très long de signer un contrat. Et en fait, on doit rentrer par différentes portes. Et l'avantage, c'est que, tu vois, mes fonds, vu que je travaille beaucoup avec des institutionnels aussi, ils peuvent me présenter des gens très haut placés dans certaines enseignes, notamment des CEO ou des directeurs d'opération, directeurs logistiques. Il y a beaucoup de mise en relation. Et ça, c'est très précieux dans ce métier-là, parce qu'avoir accès à ces gens-là, c'est très dur. Et en fait, si tu veux, nous, on a des process qui sont très, très, très longs. Moi, attends, j'ai des clients que j'ai signés en 4 ans, si tu veux. Ah ouais, non, ça peut être très long, parce qu'il y a déjà un transporteur en place, il n'y a pas d'appel d'offres, donc tu dois te faire connaître. Et un jour, l'appel d'offres sort, et là, il faut être bon au bon moment. Mais autrement, non, beaucoup de mise en relation. Beaucoup de mise et du coup du business derrière. Ouais, du business, évidemment, ouais. Donc, effectivement, ces mises en relation, elles te permettent de faire du business. Si on demande aux gens qui te connaissent, qu'est-ce qui te qualifie le plus en tant qu'entrepreneur? C'est une des valeurs de Trusk. On a l'écran, on lâche rien. Parce qu'aujourd'hui, on a 6 valeurs chez Trusk. Et évidemment, ces 6 valeurs sont représentées par mon caractère. Mais celle qui me représente le plus, c'est on a l'écran, on lâche rien. Je pense que ça vient de mon père, effectivement, qui m'a inculqué cette valeur-là. Et, la persévérance, quoi. La persévérance, absolument. Et si ça passe pas par la porte, tu passes par la fenêtre, tu passes par la cheminée, etc. Mais effectivement, si j'ai un conseil à donner, parce que je suppose que c'est ta question suivante, c'est ce que je retiens de tout ça, c'est tu peux être au fond du fond, tu peux avoir 49 fonds qui disent non, désolé, mais le 50e peut être le bon. Et je pense que ce qui a fait la force de Trusk, en tout cas, du Comex et de ses associés, c'est la persévérance. C'est ne jamais rien lâcher. Et ça, je pense que ça, c'est un conseil qui est universel pour toute personne, c'est ne jamais lâcher. Alors, il faut faire attention, il y a quand même une certaine nuance, parce que ne pas être trop têtu non plus. T'es revenu de Londres, hein? Voilà, oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut pas être trop têtu. C'est que, tu vois, ma précédente aventure avec WeSquare ou Londres font qu'à un moment, faut se dire, il faut prendre un peu de recul, se dire, ok, t'as beau être persévérant, mais il faut pas être débile de dépenser dans le puissant fond. C'est être capable d'analyser la situation sereinement et de se dire, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Donc ça voilà. Donc voilà, mais ça n'empêche pas qu'il faut être persévérant. Il faut rien lâcher. Il faut. C'est comme un pitbull avec son os. Est-ce que tu as, et on va terminer là-dessus, un shout-out, un remerciement à faire à un ou plusieurs de tes invests en particulier? Oui, les invests que j'ai actuellement, notamment ceux qui sont au board, je dirais de Vieille Idée et de Daphne. C'est des fonds qui ont toujours été très très bienveillants. Moi, j'entends souvent des histoires de boîtes. Je m'entends pas du tout avec mes fonds, avec mes invests, etc. On a eu la chance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Et c'est vraiment cette entraide, et je les sens vraiment comme des associés. Et ils ont toujours été là, tu vois. Effectivement, il y a des périodes difficiles, ils ont été là. Il y a des moments aussi, c'était dur, tu vois. Et il y a un moment aussi, il faut pouvoir se payer.
Parce que ça aussi, il faut vivre à côté de ta boîte. Hein. Ça aussi, et je pense que là-dessus, les fonds l'ont bien compris. C'est que on a passé un cap qui est aussi la rentabilité. Et ils nous ont permis de passer un cap aussi au niveau personnel. Et ça, j'en suis très reconnaissant parce que ça te permet aussi de te rendre compte pourquoi tu travailles. Ouais. Et aussi de pouvoir vivre, de pouvoir partir en vacances. Et ça a été très cool parce que le jour où on a demandé effectivement le package, ils ont tous dit oui sans hésitation. Et ça, je trouve que c'est très très cool et ça te donne envie d'aller beaucoup plus loin. C'est évident. Et de continuer à te battre pour ta boîte. Voilà. Ça, encore c'est et clair. Toujours. Merci beaucoup Thomas pour cet échange. Ravi de t'avoir reçu sur Let's Find Out et à très bientôt. Merci Jérémy. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, aidez-nous à le faire connaître. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, qu'ils soient entrepreneurs en levée de fonds ou tout simplement curieux d'entrepreneuriat et d'innovation. Abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Donnez-nous 5 étoiles et surtout n'hésitez pas à mettre un super commentaire. C'est essentiel pour nous afin de gagner en visibilité et faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Vous pouvez également bien sûr nous suivre sur LinkedIn, Instagram et YouTube pour découvrir les coulisses du podcast, continuer nos échanges et nous proposer les entrepreneurs que vous voulez absolument entendre à ce micro. Il me reste à vous donner rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt sur Let's Find Out.